Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, bonjour ou bonsoir à tous les deux. Bonsoir Fabien, bonsoir Nicolas. Bonsoir Ken. On a alors il y a Maxime qui doit nous rejoindre dans un instant, et puis donc ce petit live, cette table ronde en live est diffusée donc dans le groupe de la Fédération des écoacteurs. Donc il y a des personnes qui vont venir jeter un œil pendant nos échanges, d'autres qui verront ça en replay quand ils auront un moment plus tard dans la soirée ou dans les prochains jours. Et on est sur une thématique quand même assez costaud, hein. Tous les deux, vous me disiez, enfin Maxime aussi, que c'est pas en une heure qu'on va répondre à la question de peut-on changer le monde, mais au moins en une heure, on va effleurer un petit peu, voilà, un début de réponse, peut-être. Donc, donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération des écoacteurs, donc on est aujourd'hui une ONG sous format associatif, voilà, international. On a des membres dans une dizaine de pays. Et nous, notre raison d'être, c'est d'accompagner l'émergence d'une société humaine plus consciente, plus harmonieuse, plus respectueuse de la vie sous toutes ses formes. Voilà, et aujourd'hui, il y a une centaine de professionnels pluridisciplinaires dans cet écosystème, dont Fabien et d'autres professionnels humanistes, conscients, engagés. Voilà, donc un petit peu les écoacteurs, vous pourrez aller voir sur Facebook, dans le groupe, là, vous êtes en train de voir un petit peu. Et d'ailleurs, si vous êtes des professionnels ou des dirigeants d'assaut, d'entreprises responsables, eh bien actuellement, nous ouvrons nos portes à de nouveaux membres. Donc voilà, rejoignez-nous pour créer cet autre monde. Bienvenue à tous les deux. On va commencer. On va voir si Maxime nous rejoint, ce serait top. Je vais vous laisser peut-être dans un premier temps vous présenter l'un et l'autre. Et puis ensuite, voilà, alors je sais que tous les deux, vous avez des parcours très riches, très, très inspirants, très riches. Mais voilà, nous partager peut-être la partie qui peut être en lien avec la thématique ou qui pourrait faire lien avec la thématique d'aujourd'hui de changement, de changement de ce monde, de changement de vie. Enfin, voilà, tout ça, je pense que c'est lié. Voilà, donc je vous laisse peut-être vous présenter. Je vous laisse 2-3 minutes l'un et l'autre pour vous présenter. Vas-y Fabien, je t'en prie. Non, la dernière fois, c'était moi. Alors maintenant, je laisse l'honneur aux jeunes. Ah, ok. Aux jeunes, d'accord. Ah, merci, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé jeune. Merci beaucoup, ça me touche. Ça commence bien, je suis content. Alors, en 2-3 minutes, très très rapidement, moi, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus, 25 ans, on va dire, que je suis dans le milieu associatif. Alors bon, ça fait pas très jeune malheureusement, mais bon, c'est une réalité. Donc j'ai commencé à faire de l'humanitaire, du caritatif, puis après de la recherche fondamentale, la recherche internationale, de la recherche au niveau juridique, ensuite de la recherche au niveau biomimétisme, géomimétisme, psychomimétisme et sociomimétisme, de la recherche en théorie des organisations. Et aujourd'hui, sur base de tous ces travaux, nous sommes en train de monter une alternative aux Nations Unies qui s'appelle la Citizen Conference of Parties, qui devrait pouvoir réussir à soutenir tous les acteurs de la planète qui voudraient changer le monde en suivant en fait les principes qui ont été votés par les Nations Unies en 2015 et qui sont toujours pas appliqués. Voilà, Yes. très rapide. Moi, j'adore Nicolas. En tout cas, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Et quand tu dis créer une alternative à l'ONU, alors moi, je suis aux anges, quoi. Moi, je signe tout ce qu'il faut signer. C'est top. C'est vraiment, vraiment top. Et on entendra encore parler de l'organisation que vous êtes en train de mettre en place. Et bon, moi, j'ai prévu, en tout cas, personnellement, de m'y impliquer aussi, de toute façon. Avec les écoacteurs aussi, on en reparlera. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Merci pour ta présentation. C'était court, synthétique. Je pense qu'on a bien compris. Donc ça roule. Fabien, je te laisse aussi te présenter. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Fabien Jacquet. J'ai 50 ans. Je suis papa de 2 filles, de 21 et 23 ans. Et j'ai travaillé pendant 15 ans à la Commission européenne, pour l'Institut européen de statistique en particulier, et puis pour différentes institutions après, la Banque centrale d'investissement, la World Bank, la Banque centrale européenne, enfin voilà. Donc j'ai pas mal grenouillé dans ce milieu-là à une époque. À la base, moi j'ai un doctorat en sciences neurocognitives et voilà, je me suis intéressé beaucoup à la psychologie, à la communication, au fonctionnement du cerveau. Et au départ, dans un optique de cybernétique, pas dans un optique d'aider les êtres humains, mais c'est venu après.
c'est venu parallèlement. Et voilà, donc après, après la période de découverte de ce milieu qui était très, très intéressant, très cosmopolite pour moi, j'ai vite compris que c'était une machine très lourde, très administrative, très technocratique, qui ne correspondait plus du tout à mes valeurs. Et par contre, la communication et puis la spiritualité, le développement personnel, que je pratiquais ou que je me formais en parallèle, m'appelait beaucoup plus à l'époque. Et donc, j'ai décidé de choisir comme véhicule de ces valeurs-là le business humaniste. Voilà, donc je me suis intéressé à tous les outils, comment on crée un business et comment on peut diffuser et créer un business qui est fidèle à ses valeurs. Et il y a toujours tout ce qui tourne autour de la vente qui pose beaucoup de problèmes. Et comment on peut communiquer ses valeurs, en fait. Et puis, voilà, créer des business rentables, un peu basés sur des modèles de l'économie sociale et solidaire, si on veut, quelque part. Voilà. Et donc, le sujet de changer le monde, il m'intéresse beaucoup dans la mesure où moi, je me dis, si j'ai des clients qui partagent mes valeurs à développer leur image, leur communication, indirectement, eux impactent le monde, donc j'impacte indirectement le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dans une période où les choses s'accélèrent, comme tout, et des plus grands leviers se me sont proposés par la vie. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis là pour en parler. Yes, super. Bon, top. En tout cas, ça va être précieux. Donc, alors, juste pour ceux qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez indiquer en commentaire si vous nous entendez bien, si vous nous entendez bien, surtout Nicolas et Fabien, juste mettre un petit OK, un petit pouce, un petit quelque chose, sachant qu'évidemment, on est sur un échange interactif, hein, donc vous pourrez à tout moment interagir, poser des questions. Moi, j'ai préparé quelques questions, donc Fabien, Nicolas pourront répondre, mais vous aussi, en fait, hein, qui allez suivre, vous allez pouvoir aussi interagir. Donc, c'est ça l'idée. Et donc, on est sur, voilà, on va avoir, il va nous rester à peu près, alors je vois plus mon chronomètre. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais je pense qu'il va nous rester à peu près 50 minutes ensemble. Peut-être que Maxime va nous rejoindre. Je ne sais pas, Nicolas, si tu peux lui mettre un message, parce que je suis curieux qu'il ne soit pas encore avec nous. Et je n'ai pas su retrouver son. Oui, c'est fait. On va voir, mais on a discuté un peu ce matin, puis on est en ligne, donc je peux aussi un peu parler en son nom, quelque part. Ok, bon, et ben ça marche. Écoutez, on va sans plus attendre commencer cette vaste thématique de peut-on vraiment changer le monde. Donc en fait, j'ai ajouté ce mot vraiment. Moi, je ne me suis pas représenté, c'est pas vous me connaissez ici, donc c'est pas nécessaire. Mais voilà, moi, ça fait une vingtaine d'années que je me dis, mais ce monde tourne sur la tête, les choses fonctionnent à l'envers. C'est pas normal, quoi. Il y a trop d'injustice, trop de déséquilibre, etc. Que pouvons-nous faire? Si nous pouvons faire quelque chose, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger tout ça? Parce que, visiblement, les instances politiques et autres, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va commencer. Ah, alors attends, on a perdu Nicolas. On va peut-être se reconnecter. Écoute, on va commencer ensemble. On a perdu Nicolas on va peut-être revenir. Donc, en tout cas, voilà, une première question, finalement, qui est la question centrale, c'est est-ce que c'est possible, finalement, de faire évoluer ce monde? Alors, quand je dis faire évoluer ce monde, c'est de faire évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire d'aller vers plus d'unité, plus de justice sociale, plus de respect de l'humain, de la planète. Est-ce que tout ça, réellement, c'est possible? Ou est-ce que, finalement, on poursuit des chimères? Est-ce que, finalement, on poursuit finalement un désir qui n'est pas possible. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez envie de nous donner un premier début de réponse par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît être une quête réaliste, ça, avoir envie de changer ce monde aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, ce monde serait tellement, j'ai envie de dire, conditionné, fermé, limité aussi bien nous-mêmes en tant qu'individus qu'au niveau des États, qu'au niveau international? Est-ce que tout serait tellement bien cloisonné qu'il serait plus possible de rien changer? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là-dessus? Fabien, je t'en prie. Merci, Nicolas. Alors, déjà, a-t-on une vraie vision de ce qu'est le monde aujourd'hui? Ah! Parce que,
aujourd'hui, on a des canaux de communication divers et variés. On peut transmettre l'information à la vitesse de la lumière. Mais l'information n'est pas toujours brute. Elle est traitée, elle est interprétée. Et donc, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'état du monde aujourd'hui sans nier qu'il y a finalement des faits. Moi, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps. Voilà, j'ai bougé pendant 1 an et demi en Amérique centrale. Et bon, effectivement, je me suis rendu compte sur le terrain qu'il y avait beaucoup de choses à faire. et, et en même temps, j'ai vu des très très belles choses dont on ne parle pas. Et je pense qu'il y a une certaine, comment dire, il y a un filtrage de l'information, même si aujourd'hui, on peut s'informer en dehors des canaux traditionnels. Mais bon, bah, c'est la première question que je vous poserai. Alors, peut-être juste pour bien comprendre, Fabien, ce que tu veux dire, c'est que peut-être qu'en fait, il y a plus de belles choses, il y a plus de choses positives et de choses Alors, je ne saurais pas le quantifier, hein, mais en tout cas, en proportion, je pense qu'il y a beaucoup plus de belles initiatives, de belles choses que ce qu'on veut nous faire croire. Ouais, ça, moi je suis complètement OK. Je sais parce pas que principalement sur les canaux mainstream comme la télévision, la presse, etc., qui restent, même si les gens, certaines populations y croient de moins en moins, mais c'est quand même eux le premier vecteur qui véhicule de l'information autour de ça. Donc voilà, et on peut extrêmement bien aujourd'hui la manipuler, l'information. On peut créer des biais cognitifs qui fait que on a une perception du monde qui est beaucoup plus négative que ce qu'elle est. Ouais, okay. Donc déjà, je poserai déjà ça. Après, la deuxième notion, c'est changer le monde. Bon, voilà. Bon, changer. Pourquoi? C'est-à-dire que moi, il y a un proverbe que j'aime pas trop, mais qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que l'homme serait au-dessus de la nature, tu vois, au-dessus, qu'on aurait une intelligence supérieure à la vie. Et donc, c'est très. L'ego aime bien ça. On l'a pas démontré pour l'instant. Hein. Non, mais bon, voilà. Donc, si on veut changer, c'est changer pourquoi. Et bon, évidemment, il y a pour moi ce qui devrait guider en fait toutes les décisions en fait au niveau local, au niveau collectif, au niveau international. Ce serait le bon sens. Hein. Et cette notion du bon sens, c'est cette intuition forte, cet élan naturel de mettre la vie au centre. Et, mais elle est complètement, souvent, voire très souvent, à l'opposé des enjeux économiques, parce qu'on met l'argent au centre, on met l'économie au centre, le pouvoir au centre. Voilà. Donc après, voilà. Donc une fois ceci étant posé, voilà, est-ce qu'on peut amener plus de bon sens dans les décisions qui sont prises au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau international? Moi, ayant arpenté pas mal d'institutions, je peux dire clairement que il y a certaines personnes qui ont des visions qui sont très belles, mais qui sont presque utopiques. Et il y a quand même beaucoup de jeux de pouvoir et d'enjeux économiques derrière. Et pour moi, c'est un questionnement. Je me suis dit, c'est pour ça que je suis parti de là, parce que à mon niveau, qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans? C'est une machinerie qui écrase tout, quoi. Ouais, donc on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, hein, tu as travaillé à la Commission européenne, pour la Banque européenne, en tout cas pour des grosses institutions. Européennes, ouais. Et voilà, donc après, j'ai rencontré des fonctionnaires qui étaient très humanistes. J'en ai rencontré pas mal d'ailleurs. Mais ils sont toujours soumis à des pressions au-dessus qui font qu'ils ne peuvent pas forcément prendre les décisions qui ont du bon sens. Donc il y a une machinerie, il y a un système. Et alors, moi je me suis questionné, est-ce que on peut faire changer les choses par le haut? On devrait plus les faire changer par le bas, parce que par une prise de conscience, par éveiller les consciences, etc. Maintenant, je pense qu'on peut agir sur les deux tableaux. Et voilà, tout ce qui va dans ce sens-là, de remettre la vie au centre, de remettre l'humain au centre, pour moi, c'est une bonne chose. Mais je parle de notion de bon sens. Hein. Parce que des fois, il y a de bonnes idées qui ont l'air d'aller dans le bon sens, mais ça crée d'autres problèmes. Ok, en tout cas, ce que tu nous dis par rapport à cette première question, c'est que
on peut faire évoluer cette société, ce monde, on peut le faire. Maintenant, voilà, il y a des choses qui doivent évoluer peut-être au niveau des pouvoirs en présence. Il y a aussi des choses qui doivent évoluer au niveau de l'éveil des consciences, au niveau de nous en tant qu'individus. Il y a à travailler sur ces deux dimensions, en tout cas à avancer sur ces deux dimensions pour que ça bouge, quoi. Ce sera un premier début de réponse de ton côté. Ok, top. Alors, on a une question en même temps d'Otman en commentaire, donc je la mets là. Peut-être que tu auras envie de répondre, Nicolas. Malgré les nombreuses solutions techniques et les nombreux humains conscients, et oui, on est de plus en plus nombreux, pourquoi la situation socio-économique et environnementale globale continue de se dégrader selon vous? Comment ça se fait? C'est vrai, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de bonnes nouvelles, il y a de plus en plus de gens qui en ont marre et qui le disent et qui font des choses. Et puis, globalement, quand on regarde dans les statistiques, le GIEC, etc., toutes ces choses, alors moi, je ne suis pas statisticien du tout, on dirait que ça va de mal en pis, quoi. Donc, je ne sais pas, Nicolas, est-ce que tu aurais envie de tenter de nous apporter un début de réponse par rapport à ça? Oui, absolument. Alors, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Fabien à plusieurs niveaux. Effectivement, pour aussi répondre à la question de Hotman, on a un problème de perception. Notre corps social a un problème de perception, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la mesure en fait des conséquences et des impacts de nos actions, que ce soit principalement la consommation et l'investissement. Au niveau mondial, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait quand on achète. On n'a pas cette conscience-là. Donc c'est déjà un point très très important, notamment au niveau des statistiques. On voit bien aujourd'hui que le produit intérieur brut, qui est le principal indice de développement qui est utilisé depuis une centaine d'années, est complètement inopérant. Il n'a aucun sens, c'est une aberration philosophique. Donc évidemment, il y a des personnes comme moi et d'autres qui ont préparé en fait des indices de développement alternatifs, que ce soit le produit intérieur brut vert, que ce soit le produit éco-social brut, que ce soit l'indice de développement humain, que ce soit le bonheur national brut, évidemment. Maintenant, c'est génial. Oui, tout à fait. C'est le fameux indice du Bhoutan. Donc, pourquoi en fait la décision continue à se dégrader? C'est une question qui a été posée en fait à BlackRock, le grand fonds d'investissement mondial, par la Commission européenne, qui demandait qu'est-ce que nous devons faire avec nos investissements verts. Parce que il y a plusieurs choses. Déjà, les politiques ne savent pas quoi faire. Même s'ils font croire qu'ils savent, ils ne savent pas. Ça a été écrit noir sur blanc dans la résolution 71 des Nations Unies, qui a créé les objectifs de développement durable en 2015. Ils ont fixé 17 objectifs dont 169 cibles, mais à la fin, la résolution finit par il nous faudra de nouveaux indices, il nous faudra de nouvelles méthodes de management, il nous faudra ceci, il nous faudra cela. Donc en fait, c'était un appel à projet quelque part qui sous-entend évidemment qu'ils ne savent pas comment faire, et on le voit bien, puisqu'il n'y a pas vraiment de solution systémique cohérente qui est apportée par qui que ce soit. On le voit bien là, avec les dernières élections françaises, où on parle de réformes et de mesures, mais on ne parle pas vraiment de fond et de sens général de la société. Donc alors, pourquoi tout continue à se dégrader? Ouais, vas-y, j'allais justement poser la question. Voilà, je termine. Pourquoi ça continue à se dégrader? De un, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation dans la perception, que les agents économiques, principalement les agents politiques, ne sont pas d'accord sur un diagnostic partagé précis et sur des métriques précises. Donc déjà, ça c'est un problème si on veut y apporter éventuellement des solutions. Et ensuite, il y a un système justement qui valorise le développement humain à l'aune du développement financier. Donc, il paraît logique pour la plupart de ces acteurs de privilégier le développement financier, notamment le leur, en espérant que ça va ruisseler, etc., etc. On connaît bien les fariboles habituels du capitalisme. Et donc, en fait, la conjonction de ce manque d'harmonisation dans les perceptions et donc dans les actions possibles, plus en fait l'individualisme qui est inclus dans la méthode de définition du développement actuel, la conjonction de ces deux facteurs fait que ça ne peut bouger que dans le mauvais sens, puisque tout le monde tire dans un sens différent et pour des raisons qui ne sont pas communes non plus. Voilà. Selon moi. Donc, en tout cas, pour toi, sur cette question d'Othman, c'est la difficulté pour les instances en présence de se mettre d'accord, finalement, qui fait que, ça continue de se dégrader, ils n'ont pas de vraie solution. J'ai presque senti dans ce que tu disais qu'il y avait comme un... Tu l'as pas dit, mais j'ai comme entendu qu'ils étaient peut-être pas tout à fait compétents non plus pour réussir à faire évoluer les choses correctement. Donc voilà, globalement, pour toi, en tout cas, ce serait
les raisons. Alors moi, j'ai autre chose de mon côté, je voulais vous le partager par rapport à la question d'Otman. J'ai l'impression que nous, citoyens, on est passifs, inactifs. On se laisse asservir, on se laisse, on s'endort, enfin, on est comme endormi devant des aberrations de tout ce que ces instances peuvent faire, etc. Et j'ai comme l'impression qu'on a une responsabilité, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, qu'on ne s'approprie pas et qu'on n'exprime pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Peut-être, Fabien, si tu as envie de rebondir aussi là-dessus. Parce que je veux dire, effectivement, il y a les instances, mais nous, en tant qu'individus, j'ai l'impression qu'on a aussi notre rôle à jouer qu'on ne joue pas forcément. Alors, là, pour moi, c'est une réponse complexe. Pour moi, il y a déjà un premier aspect, c'est que l'être humain, actuellement, il est programmé, il est conditionné. Depuis tout petit, depuis la maternelle, depuis l'école, depuis ses parents, depuis de génération en génération. Donc, on est conditionné pour percevoir le monde d'une certaine façon, pour croire en certaines choses et pas croire en d'autres. L'être humain, surtout quand il est jeune, il est hautement suggestif. Il fonctionne en monde alpha, il absorbe tout ce qu'on lui dit, quoi. Et donc, il va percevoir le monde comme son environnement, les autorités qui sont autour de lui le perçoivent. Donc, à partir de là, on pourrait presque dire, je ne veux pas dédouaner l'être humain, mais c'est presque pas de sa faute. Et donc, ça demande, alors, c'est pas pour enlever la responsabilité, hein, mais ça demande après, alors heureusement on a une plasticité cérébrale, hein, mais ça demande un effort et une discipline pour quelque part ne pas se laisser piloter par ces programmes-là. Donc à partir de là, il y a après ce qu'on appelle un phénomène de masse critique, c'est qu'il y a pour moi aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde qui ont, voilà, bon j'aime bien prendre comme moi le film Matrix avec les pilules. Il n'y a pas assez de monde qui a pris la pilule rouge. Voilà. J'aime bien ce genre de films de science-fiction qui sont très bien inspirés, mais bon, on est un peu là-dedans. Il y a une matrice de perception du monde qui est assez commune, alors que nous sommes tous des individus uniques, capables de percevoir les choses de manière unique. Mais globalement, on nous apprend à tous voir les choses du même angle, c'est ce qu'on appelle la pensée unique. Et ça, c'est très facile pour gérer un pays, pour garder le troupeau de brebis, c'est facile. Voilà, parce que tout le monde fonctionne de la même façon. Voilà. Donc, pour moi, pourquoi l'être humain n'agit pas? Déjà, parce qu'il a peur. Ça, c'est le levier le plus fort, c'est la peur. La peur de perdre sa liberté, la peur d'être jugé, d'être critiqué, etc. Parce que ça, ce sont des leviers identitaires très forts. Et après, c'est peut-être aussi, percevoir les choses comme quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire, comment moi, à mon niveau, je peux changer le monde, quoi. À combien on doit être pour battre le pavé? Parce qu'il y en a, ils veulent changer le monde en battant le pavé. Ils veulent le faire de manière radicale. Est-ce qu'on doit le faire de manière radicale, de manière progressive? Il y a tout un tas. On se posera la question juste après. Je me suis déjà posé la question, si j'étais un homme décisionnaire dans l'administration, peu importe le niveau, qu'est-ce que j'aurais si je ne prends pas compte des pressions qu'on a au niveau des multinationales et tout ce qu'il y a, mais si moi je suis à la tête d'un pays, quelle est ma marge de manœuvre pour changer les choses? Parce que j'ai déjà rencontré, j'étais dans des équipes municipales aussi à mon niveau, et je vois que déjà au niveau municipal, au niveau d'une ville, c'était déjà compliqué, même s'il y avait des bonnes idées, à mettre en œuvre. Il y a toute une machinerie qui en quelque part crée des obstacles autour de ça, parce que le système n'est pas conçu comme ça. Donc c'est pas au niveau d'une nation, parce que pour moi c'est un peu comme un jeu de Mikado. Il y a toutes les aiguilles qui sont les unes entre les autres. Si on touche à une aiguille, on fait bouger toutes les autres, quoi. Et c'est un vrai questionnement par où on commence.
Ok, ok, ben effectivement, c'est une très bonne question. On va en parler. Ça fait partie des questions qu'on va aborder là de toute façon. Ça marche. Nicolas, de ton côté, sur cette, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à compléter, une réaction par rapport à ce que Fabien disait? Toujours, comme tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec Fabien et je rajouterais en fait qu'il y a quand même un phénomène pervers en fait dans l'éducation française, notamment dans les grandes écoles. Les grandes écoles qui préparent l'administration, bon, l'ENA est en train de vivre ces derniers jours, mais ce qui se passe, c'est qu'on fait croire aux personnes qui étudient l'administration publique qu'elles sont compétentes pour pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes. C'est un gros problème, ce qui fait qu'elles croient fondamentalement qu'elles sont habilitées. Bon, effectivement, elles le sont. On le voit aujourd'hui avec la Constitution de 1958 qui est relativement antidémocratique. Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir étudié l'administration publique et qui pensent qu'elles sont capables de décider de l'orientation de la société pour aboutir au bien commun, ce qui n'est absolument pas le cas. On le voit bien depuis 300 ans facilement. Donc ça, c'est un gros problème. Et il y a aussi le problème en fait donc de l'administration publique et du fonctionnement politique de la plupart des pays qui est relativement autobloquant. C'est-à-dire c'est des systèmes qui ne favorisent pas l'émergence de nouvelles idées, ni de nouvelles stratégies, ni de nouveaux partis politiques, etc., etc., etc. Donc c'est très complexe. Et donc la conjonction en fait de ces deux facteurs fait que c'est la plupart du temps, c'est les mêmes modes de pensée qui régissent en fait l'administration et la fonction publique. Et de deux, il est extrêmement difficile de faire surgir de nouveaux modes de pensée. Donc, grosso modo, on va toujours à peu près dans la même direction, avec à peu près les mêmes idées depuis facilement 300 ans. Voilà, et c'est ce que je voulais apporter par rapport à la. Écoutez, c'est un peu. Entre ce que Fabien a dit et ce que tu viens de compléter ici, on se dit, nous, en tant que citoyens, c'est pas évident pour nous, quoi. Hein. Déjà, moi, j'ai fait expérience aussi de la vie politique, etc., etc. Effectivement, c'est assez cloisonné, il y a des règles, on peut pas révolutionner grand-chose, quoi. Hein. Donc, alors, et encore, donc un citoyen lambda, bon, ben, à part organiser des choses très pratico-pratiques dans son quartier, dans sa ville, créer du lien, éveiller un petit peu les consciences à son échelle, il n'a pas beaucoup de levier non plus, quoi. Donc ce serait peut-être. Ah, vas-y, Nicolas. Oui, alors effectivement, pour répondre à la deuxième partie de la question, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? Alors, il faut déjà savoir que les citoyens ont déjà fait énormément. Comme je parlais tout à l'heure d'harmonisation, on a des citoyens qui se sont cassés la tête depuis des centaines d'années pour essayer d'imaginer des alternatives, soit des alternatives systémiques, soit des alternatives politiques, soit des alternatives techniques, opérationnelles, etc. Il y a un vivier d'idées absolument fantastique. Ce que nous, on essaie de faire dans la Citizen Conference of Parties, c'est justement de regrouper toutes ces idées et de créer une évaluation sur base de droit international qui peut nous permettre de faire des propositions intégrées grâce à toutes les idées qui sont partout, parce que des idées, des bonnes comme des moins bonnes, mais beaucoup de bonnes, il y en a partout, partout, partout. Ouais. Là, peut-être une autre question que je pense que Fabien Siol peut nous répondre avec son bagage neuroscientifique. Moi, je me suis beaucoup intéressé ces dernières années, une dizaine d'années, à la sociologie, à la psychologie sociale, de me dire, mais c'est incroyable parce que beaucoup d'humains sur Terre, là, on parle beaucoup de droit, etc., mais bon, aux quatre coins du monde, la notion de droit, elle est très différente, mais beaucoup d'humains aujourd'hui souffrent aux quatre coins de la planète. Et globalement, on a du mal à trouver des solutions. Mais en Occident, on nous dit, en tout cas, les sociologues, etc., nous parlent des créatifs culturels. Alors, ça va vous parler tous les deux. Nous parlent en tout cas de ces personnes comme vous et moi. Je pense que nous tous ici, puis chez les éco-acteurs, on est tous des créatifs culturels. On a tous envie de faire émerger cette autre société. À la cour, c'est pareil. Mais ce que nous disent les sociologues, c'est que globalement, les créatifs culturels pourraient être 20 à 30% de la population. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y aurait 20 à 30% des personnes aujourd'hui qui, dans notre entourage, dans nos villes, dans nos familles, qui sont des créatifs culturels, qui ont envie de faire bouger la société, qui ont envie de faire des choses, mais malheureusement, il n'y en a que moins de 5% qui non seulement se reconnaissent à travers cette notion de créatif culturel, et en même temps qui osent passer à l'action. Et moi, ma grande question, et le truc qui me touche vraiment, comment faire pour que les 20 ou 25% de créatifs culturels qui sont là,
qui sont cette armée de transition, quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à passer de l'intention à l'action? Voilà. Est-ce que vous auriez l'un ou l'autre des pistes, des solutions? Parce que j'ai l'impression que cette armée de colibris, là, elle est là. Elle est là, elle est en sommeil. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les réveiller et leur donner leur permettre de se réapproprier leur pouvoir personnel et de bouger les choses? Je peux y aller, mais Fabien, vas-y, si tu veux y aller, je t'en prie. Ouais, je vais donner mon point de vue sous l'angle neuroscientifique, ça me plaît bien. Le truc, c'est que l'inconscient des gens qui pilotent 95% du temps, les personnes qui font pas un travail sur eux, entre guillemets, il a trois strates, c'est la facilité, le plaisir et la sécurité. Voilà. Donc le cerveau, il est très attaché au confort. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort parce que il est programmé pour économiser l'énergie. Donc s'adapter à des nouveaux environnements et tout ça, ça lui prend de l'énergie. Donc il va créer tous des circuits de dopamine énergique pour favoriser le plaisir, éviter la douleur ou l'inconfort. Ça fait que les gens ils bougent pas. Et donc pour que ça bouge, il faut que l'élan en fait du cœur ou l'élan ou la curiosité, la motivation soit plus fort que tous ces mécanismes qui sont naturels. Oui. Donc on doit un peu lutter quelque part contre la nature pour faire ça. Alors ça se fait normalement de manière plus naturelle quand on a conservé et maintenu, entretenu les liens tribaux. Mais aujourd'hui, on cultive l'individualité. Il suffit d'aller dans d'autres pays, voyager un petit peu, voir que dans d'autres pays, le point central, c'est la communauté et l'individu est un élément là-dedans. C'est la communauté qui décide pour l'individu. Nous, on est dans des sociétés où c'est l'individu c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, on dit. Et donc, c'est même si conceptuellement, on voudrait, les gens, ils veulent, il y en a 35% ou je sais pas combien qui sont créatifs culturels, qui partagent ces valeurs-là. Le passer à l'action, ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Et après, il y a d'autres prérogatives comme le temps, l'argent, parce que voilà, le cerveau il cherche des économies, d'économiser l'énergie, donc il dit j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent, ou j'ai pas envie de risquer mon métier. Des gens qui battent le pavé, qui risquent leur liberté, voire qui peut-être mourir pour une cause, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Ouais. Ok, donc là c'est pas évident, hein. Là c'est un autre challenge. Ok, donc il y a ce challenge du cerveau, en tout cas nos mécanismes intérieurs qui nous font peut-être rester dans l'intention et mais j'entends un espoir dans ce que tu dis, en tout cas enfin plusieurs, hein, heureusement, mais tu dis finalement, mais si on développe plus la communauté, le lien à la fraternité, au faire ensemble, enfin en tout cas j'ai entendu dans ta réponse une dimension un petit peu liée à tout ça. Oui. On peut finalement aider les cerveaux en tout cas des êtres à. En fait, c'est un phénomène. Je veux dire, c'est un mécanisme qui est naturel. C'est juste qu'il est plus stimulé. Hein. Mais il suffit de le restimuler. Moi, là où je l'ai vraiment découvert de manière très forte, c'est en faisant, par exemple, de la biodanza ou des pratiques psychocorporelles de groupe, où on va travailler l'affectivité, le lien aux autres, etc., et remettre l'individu à sa place, quoi. Mais mettre la communauté plus au centre, de rééquilibrer. C'est pas qu'il faut passer d'une extrême à l'autre non plus. Et là, j'ai vraiment senti que ça revient stimuler ces liens tribaux, et ça donne un autre sens. Il y a une motivation qui renaît, et des prises de décision, des élans de décision et de sortir de sa zone de confort, qui devient en fait moins inconfortable. Voilà. Ok, en tout cas moins inconfortable, donc qui facilite. Donc cette notion de passer plus du moi au nous, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quelque chose qui demande, je pense aujourd'hui, à être restimulé. Ok, top. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi d'éducation des enfants. On parlera de différents sujets. Hein. J'ai des belles petites questions pour vous. Nicolas, je te laisse réagir aussi à cette question. Oui, merci pour abonder dans le sens de Fabien qui parle de confort et de temps et d'argent comme frein au développement positif en fait des individus qui composent la société. Je suis tout à fait d'accord. Justement, en fait, ça en revient au problème que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire la définition du développement humain. Pour le moment, on est sur un développement avec un système des valeurs financières, c'est-à-dire
Si c'est pas rentable, grosso modo, ça ne compte pas. C'est-à-dire, dépolluer les océans, par exemple, c'est pas rentable, donc ça ne compte pas. Aider un tel ou un tel, ce n'est pas rentable, donc ça ne compte pas. Donc on parle ici en fait de réel profond système de valeurs. Si demain on était rémunéré pour dépolluer les océans, je crois que tout le monde irait dépolluer les océans et serait en plus content de le faire et ça apporterait plus de bonheur, donc un épanouissement personnel, etc. Donc en fait, il s'agit vraiment de reconsidérer nos indices de développement sous un angle extra-financier parce que on a bien compris depuis 300 ans et encore une fois, ces fariboles de Adam Smith, la main invisible du marché, etc., qui nous ont fait croire que si en fait on faisait de la croissance économique à l'aune du PEB, si on développait de la valeur ajoutée, si on faisait de l'argent, tout se passerait bien. Ben non, tout se passe pas bien. On est en train de vivre une période d'extermination biologique grâce à cause de ce schéma de pensée. Donc, ce qui est très important pour moi et ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur un nouveau set de valeurs extra-financières, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qu'on doit compter en fait dans nos bilans comptables, tout simplement. Ok. Donc ça marche. Tu pourras nous en dire plus dans un instant. Là, j'ai des bonnes questions aussi pour toi. Je reviens juste peut-être peut-être que tu complètes sur cette question qui, selon toi, parce que je pense que tu connais bien aussi les créatifs culturels, etc. En tout cas, tout ce qu'on peut dire autour de cette typologie de personnes aujourd'hui dans le monde entier. Et selon toi, ce serait quoi la raison pour laquelle ces créatifs culturels sont très nombreux mais très peu actifs finalement? Est-ce que tu aurais une idée de ce qui peut faire que beaucoup ont l'intention sans passer à l'action? Bah, comme disait Fabien tout à l'heure, parce que tous les bâtons dans les roues possibles sont mis tous les bâtons possibles sont mis dans les roues de ces gens. C'est-à-dire que la plupart de ces créatifs culturels, ils travaillent sur l'extra-financier, c'est-à-dire souvent des solutions qui sont non rentables. Donc en gros, tu te retrouves avec le choix de soit je fais un boulot rentable qui va m'assurer mon confort, voire ma survie, hein, bien sûr, soit je me lance dans une activité qui privilégie l'extra-financier, à ce moment-là, je risque de tomber dans la précarité. Donc, c'est fondamentalement, on pourrait très brièvement résumer ça à une histoire de financement et donc de système de valeurs. Qu'est-ce qui mérite d'être financé? Quel est le système de valeurs que nous devons promouvoir? Quel est le mode de développement de la société que nous voulons? En tout cas, c'est très vrai. On le voit beaucoup chez les éco-acteurs. Nous, on travaille beaucoup avec des indépendants, parfois qui ont été salariés pendant 20 ans, 30 ans, et puis finalement qui trouvent plus de sens dans leur activité, qui font partie de ces créatifs culturels et qui ont envie de changer les choses, qui quittent leur job, qui se lancent dans une nouvelle activité, et pour qui, c'est pas évident de joindre les deux bouts, c'est pas évident. Alors, ils ont le courage de le faire, mais effectivement, j'imagine tous ceux qui restent bloqués dans un emploi alors que, voilà, c'est plus du tout, c'est plus du tout dans ça qu'ils sont. Alors, on a un message. Alors, attendez, je vais le partager en direct. Le chemin le plus simple est toujours le bon. Bruce Lee. Alors, qui nous cite Bruce Lee à 20h39, là, ce soir, est toujours le bon. Concrètement, pour revitaliser nos connaissances et passer de l'information au savoir, il est fondamental de favoriser l'apprentissage par la pratique, notamment par les mains, par le cœur, au moins autant que la tête. Yes. L'effet de levier de la connaissance reviendrait alors à éco-sensibiliser nos élites. Alors, on va en parler. Super. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais merci pour la transition. Comment pourraient agir en synergie les éco-acteurs et la Citizen Conference of Party à ce niveau-là? Yes. C'est une super question, ça. Je ne sais pas qui nous a posé cette question, mais elle est extra. Donc, alors, on a plusieurs questions là-dedans, mais en tout cas, une première, c'est la question de cet effet de levier. Comment éco-sensibiliser nos élites finalement? Comment on peut faire? Alors moi j'ai l'impression qu'il faut nous prendre dès le berceau. Ça peut nous amener sur la question de l'éducation, peut-être. Est-ce que l'un ou l'autre vous avez envie de réagir à ce message, et puis peut-être que vous avez des idées de comment éco-sensibiliser nos élites, l'un ou l'autre, ou peut-être que vous avez envie de nous parler de Bruce Lee, c'est ok aussi. Voilà, je vous Bien laisse sûr, l'un ou l'autre. moi, je peux y aller, alors, sauf si Fabien veut prendre la parole, mais je peux commencer, donc je vais y aller. Donc, il faut savoir en fait que les élites en fait sont déjà sensibilisées, puisque en fait, comme je disais tout à l'heure, les Nations Unies en 2015 ont voté donc le plan pour l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable après 2 ans de négociations à l'unanimité. Donc en fait, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la pollution, la lutte contre les inégalités, la lutte pour la biodiversité, etc., sont déjà des idées qui sont extrêmement répandues
répondu. Le problème, encore une fois, c'est au niveau de la stratégie opérationnelle. C'est comment on fait effectivement pour stimuler la biodiversité à l'échelle globale, pour lutter contre la pauvreté, etc., etc. Donc, on en revient toujours au système de valeurs extra-financières. Oui. Ouais, avant de te laisser continuer, peut-être Nicolas, parce que moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais tu sais, j'ai travaillé aussi en collaboration avec des institutions internationales, avec l'ONU, avec des pays. Et moi, parfois, je doute de la sincérité ou de leur réelle volonté de faire ce qu'ils écrivent. Et donc, j'avais envie qu'on parle de ce sujet. Alors, vous pourrez me taxer de complotiste, je suis d'accord. Si remettre en question la version finale, officielle, c'est être complotiste, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des belles résolutions. J'ai l'impression que parfois, ces institutions, elles s'approprient un petit peu ce qui flotte dans l'air du temps, là, et puis les revendications de ceux qui sont conscients. Mais je suis pas toujours sûr qu'elles ont vraiment l'intention de les appliquer, qu'elles ont vraiment l'intention d'en tenir compte. Parce que sinon, hein, aujourd'hui, quand on voit les milliards de milliards qui ont été sortis là comme ça pour la pandémie du Covid, on se dit que finalement, avec quelques milliards de milliards, on aurait nettoyé les océans, on aurait résolu la faim dans le monde, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'elles ont la volonté de faire ce qu'elles nous disent qu'elles veulent faire? Voilà, j'ai envie de poser ça là. Très rapidement, avant d'écouter Fabien, qui, je suis sûr, a des choses très intéressantes à nous dire à ce sujet. On pourra vraiment répondre à cette question à partir du moment où on aura des plans stratégiques et opérationnels extrêmement concrets. À partir du moment où on a un plan stratégique et opérationnel pour aboutir à la réalisation complète de l'agenda 2030 et des 17 objectifs de développement durable et que c'est refusé, là, on pourrait être sûr. Pour le moment, c'est super facile de rien faire quand personne sait comment. Voilà, pour commencer. Donc là, pour l'instant, tu leur laisses le bénéfice du doute. On ne sait pas. Ils sont peut-être de bonne volonté, mais ils n'ont peut-être juste pas le bon mode d'emploi. Ok, voilà. Écoute, ça me va. Fabien, est-ce que tu as un point de vue par rapport à la bonne foi ou à la bonne volonté des institutions internationales? C'est ça ma question là. Bon, moi, ce que j'ai observé dans les coulisses des grandes institutions, c'est que globalement, les décisions, elles sont prises à un niveau, au niveau de la vision. Donc déjà, c'est complètement déconnecté du terrain. Ces gens-là, ils sont pas au courant du prix de la baguette, quoi. Bon, parce que je parle vraiment ça dépend de qui on parle quand on parle des élites. Hein. Je parle pas d'un maire d'une commune. Hein. Je parle vraiment des gens qui grenouillent dans les hautes sphères là. Enfin, hautes, c'est entre guillemets, quoi. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai constaté, alors c'est vrai que dès qu'on dit ça, on est tout de suite traité de complotiste, mais moi, c'est du terrain. Hein, c'est que, le système s'auto-entretient. Donc, à partir du moment où on prend des décisions, mais que ça ne met pas en danger les enjeux financiers, on prend des décisions qu'on peut faire un peu, du greenwashing, ou qu'on prend des mesurettes pour calmer un peu l'opinion publique, pour montrer qu'on va à peu près dans le bon sens. Malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut pas se voiler la face, quoi. Et c'est pas du complotisme, c'est vraiment une réalité, quoi. Il y a une gabegie énorme. Moi, j'ai vu des sommes énormes qui sont gaspillées au niveau de l'Union européenne parce qu'on ne fait pas, je veux dire, il y a des lobbies, hein, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de lobbies à la Commission européenne. Hein, et tant qu'on est dans ce système qui s'auto-entretient, malheureusement, je ne vois pas trop comment on peut faire bouger les choses. Hein. Alors, ça se fera vraiment millimètre par millimètre. Et encore, pas si on veut vraiment faire les choses, il faut être radical. Voilà, et on sort le pognon. Aujourd'hui, on est capable de sortir d'un chapeau. C'est juste une liste de zéros et sur un clavier, quoi. Donc, si on voulait, on pourrait. Et donc, moi, voilà, certaines personnes, j'ai rencontré des personnes qui avaient vraiment une vision humaniste, mais la majorité, quand même, ce sont des gens qui briguent un mandat, des gens qui veulent nourrir leur ego, le pouvoir personnel. Ouais. Voilà, j'invente rien, c'est depuis la nuit des temps, même à l'ère des Romains, c'était comme ça, quoi. Voilà, donc ça fait partie de la nature humaine inconsciente. C'est pour ça que pour moi, une des clés, c'est de réveiller, d'éveiller les consciences, hein, à ce que par le bas, voilà, parce que par le haut,
Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir, j'avoue, mais ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Ok. J'ai un espoir que ça change, c'est sûr, je sais que ça va changer, mais sur le chemin que ça va prendre, je ne vois pas trop comment on peut y arriver, en tout cas rapidement. Je pense qu'on ira plus rapidement par le bas, c'est-à-dire parce que néanmoins, sans cette énergie, sans comment dire, cette adhésion de la population à ce système, le système croule, parce qu'il est nourri par ça. Donc, pour moi, ça passe par l'éducation, effectivement, par l'autoresponsabilité, par la prise de conscience. Et ça pourrait passer peut-être par, effectivement, ben, sortir un peu de sa zone de confort, un tout petit peu. Voilà, de dire, voilà, ok, ben, j'y vais, j'ai jamais essayé, mais bon, pourquoi pas, voilà. Et il y a des initiatives locales, de plus en plus, qui font ça. Ça commence tout doucement. Les gens ils disent, ah tiens, ils jettent un œil, ils pointent le bout de leur nez. Ça commence à venir. Mais c'est un processus qui est long. Mais c'est sûr qu'au au niveau des élites, s'il y avait vraiment une décision, il y aurait des choses qui changeraient très rapidement parce qu'on a les moyens. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas une volonté de faire évoluer les choses rapidement. Le système de s'entretenir. Je vois que Maxime arrive. Ok. Nicolas, pour abonder dans le sens de Fabien, eh bien, il faut aussi considérer que la zone de confort, elle est valable pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que les élites autoproclamées. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Maxime. Salut. Désolé. Donc on peut pas de problème. On peut aussi légitimement considérer que les élites autoproclamées qui ont été élevées dans l'idée qu'elles sont plus sachantes, qu'elles sont plus intelligentes, qu'elles sont plus capables, qu'elles sont plus compétentes, elles ont donc beaucoup de difficultés aussi à se remettre en question. Comme nous en tant que non-élite financière, on va dire, ou politique, on peut avoir aussi de temps en temps du mal à remettre en question nos modes de vie, nos modes de pensée, etc., notamment à travers des biais cognitifs dont parlait Fabien tout à l'heure. Il est légitime de penser que ces humains-là aussi, même s'ils sont à un poste différent au niveau social, ils ont aussi des difficultés. Et donc, il faut aussi écouter, accompagner et pouvoir proposer éventuellement des solutions précises, concrètes, des stratégies avec des études d'impact, des modélisations, etc., pour pouvoir susciter et soutenir en fait un éveil des consciences à ce niveau-là aussi, évidemment. Ok, top. Exactement, ouais. Exactement. C'est le même job, mais à un autre niveau. Ouais. Du coup, alors, Maxime, tu arrives à un moment clé de cette rencontre. Je le sens. Il nous reste un quart d'heure. Hein. Mais en fait, on est sur cette question de comment se fait-il qu'il y ait tant de créatifs culturels, qu'il y ait finalement les moyens, parce qu'on a pu voir pendant la pandémie, on a trouvé des milliards de milliards, tous les pays du monde ont trouvé des milliards de milliards pour, par rapport à ça. Et puis on sait que ces sommes auraient pu résoudre des problématiques autour du respect du vivant, autour même de l'accès à la faim, à l'eau potable. Enfin, on se rend compte que tout ça, on aurait pu le faire avec ces milliards, ces milliards de milliards. Et donc la question ici, en fait, sur laquelle on est en ce moment, c'est est-ce qu'il y a vraiment une vraie volonté des élites, entre guillemets, ou en tout cas de ceux qui sont au pouvoir, qui prennent les décisions, est-ce qu'il y a une vraie volonté d'aller vers de changer ce monde, de le rendre plus sain, d'aller vers plus d'équilibre, d'aller vers toutes ces choses. Nicolas nous dit que globalement, même s'il y a des volontés, ils n'ont pas la bonne carte, ils n'ont pas le bon GPS, ils n'ont pas le bon mode d'emploi. Donc voilà, dans tous les cas, il y a peu de chances qu'ils arrivent à destination puisqu'ils n'ont pas la bonne carte. Voilà un petit peu, hein, je simplifie Nicolas, hein, mais voilà. Fabien nous partage que voilà, il y a des biais, on va dire au niveau des neurosciences chez chacun d'entre nous qui peuvent nous empêcher hein, de passer à l'action parce qu'on va préférer rester parce que déjà on peut être enfermé dans la peur. On peut avoir des difficultés à passer à l'action, même si on a très envie. Il y a des biais au niveau du cerveau qui nous empêchent d'être actifs. Et puis, il nous partageait son expérience dans des institutions européennes où il disait, voilà, il y a des instances, des mécanismes, des process qui sont très complexes, etc. Donc, voilà, on a deux points de vue. De ton côté, à toi, Maxime, qu'est-ce qui pourrait faire que les créatifs culturels, en tout cas ceux qui ressentent l'appel à l'intérieur de faire changer ce monde, ne passent pas à l'action? Qu'est-ce qui pourrait
être un frein, selon toi? Et puis, je vais te laisser aussi peut-être 2 minutes pour te présenter aussi, hein, nous partager peut-être voilà, une petite présentation de toi et puis répondre à cette vaste question. Donc, tu auras peu de temps, mais voilà, si tu as envie d'essayer de répondre à ça, ce serait vraiment super. Ben oui, avec plaisir. Merci déjà pour la rencontre. Et je vais aborder les choses en allant assez vite en fait dans le vif du sujet, avec l'approche intégrale ou intégrative, c'est-à-dire en fait en parlant d'état de conscience, et que le saut évolutif qui est proposé actuellement, c'est de réussir à combiner tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et donc en fait, c'est inédit, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un individu. Et comme ça fait trop de complexité à supporter pour le système neuronal d'un seul individu, il faut réussir à s'y mettre ensemble à plusieurs. Et ce qui est difficile à l'échelle d'un individu, c'est difficile aussi à l'échelle d'une organisation, quelle que soit son entité. Que ça soit une entreprise ou que ça soit une nation, que ça soit une caste, que ça soit une communauté, c'est difficile en fait de réussir à supporter plus que l'homéostasie déjà de cette organisation-là, et d'accepter en fait des complémentarités avec ce qui était d'ordinaire rejeté comme du non-soi, et là de réussir à faire avec quand même. Et donc on a des challenges en fait, tous les créatifs culturels. Moi je trouve que l'approche, par exemple, par l'énéagramme, va nous montrer que notre configuration évolue, que la vie nous propose d'aller sur des terrains d'expérimentation où on n'a pas encore les compétences. Et du coup, ça va venir nous chercher dans l'intelligence émotionnelle à des endroits où, pendant 10 ans, 15 ans, on n'avait pas fonctionné comme ça. Et là, il y a les règles du jeu qui se reconfigurent. Moi, je peux témoigner, par exemple, qu'à mon niveau, pendant 10, 15 ans, j'ai décidé de ne pas aller au rythme de la doxa, parce que je me rendais compte que c'était clairement insuffisant par rapport aux défis qu'on avait à relever. Du coup, j'ai réussi quelque chose au niveau personnel, j'ai trouvé plein d'acolytes sur le chemin, et maintenant, pour pouvoir embarquer les autres, le challenge que j'ai, c'est sur la tempérance, par exemple. Et quand on le met en parallèle avec l'éco-anxiété, le sentiment, en fait, qu'il faut faire quelque chose par rapport à l'injustice sociale, ben, ça vient nous chercher en fait à des endroits où on serait maladroit, injuste avec nos interlocuteurs, on ne pourrait pas faire la maïeuthèsie correctement. Et ben du coup, ça veut dire que plus le challenge est élevé, comme à l'extérieur vers le macro, et plus en infra à l'intérieur de soi, ça va demander de stabiliser quelque chose, comme une volonté, un amour, mais d'un ordre qui était déjà là, mais on ne s'était pas entraîné sur le plan de l'ego à le tenir au quotidien. Voilà, et ça, du coup, ben, pour tous les pionniers, en fait, qu'ils soient dans l'élite ou dans les créatifs culturels ou quoi que ce soit, c'est tellement difficile qu'il faut qu'on arrive à pactiser entre nous pour s'entraider à tenir ça au quotidien. Ok, donc ce que tu dis un petit peu, en tout cas, Maxime, ça rejoint ce que Nicolas et Fabien ont dit en partie hein, un petit peu avant dans la rencontre, c'est qu'une clé importante, en tout cas, c'est de faire lien, c'est de se lier, s'entraider pour mieux cheminer, alors vers soi d'abord, parce qu'il y a des challenges individuels à relever déjà à notre petite échelle, dans notre monde intérieur. En tout cas, c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu nous partages là. Et ça nous permettra finalement, en tout cas, ça contribuera, ça concourra à plus d'évolution et de transformation à d'autres niveaux. Mais il y a quelque chose qui commence quand même par l'individu dans ce que tu nous dis là. Ce que je peux changer un petit peu, c'est que c'est pas simplement à l'intérieur. C'est qu'en fait, on commence à jouer avec les opposés complémentaires, et c'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et du coup, c'est de pouvoir rentrer en résonance et monter en fait le niveau de cohérence en fait entre l'interne et l'externe. Et même si ça ferait partir dans la colère ou dans l'euphorie ou dans la peur, de pouvoir rester serein avec ça. Parce que l'identification n'est plus sur la même couche que celle dans laquelle on était quand il fallait lutter. Et ça rend pas ni naïf ni gentil en fait. C'est de pouvoir être franc, pouvoir aller assez vite au but, se dire finalement où sont les difficultés par rapport à nos objectifs les plus grands. Ok, mais écoute, ça nous amène en tout cas
à prendre conscience ou à reclarifier que on a un challenge individuel et collectif. Alors, il y a aussi cette notion d'institution, hein, cette notion institutionnelle dont on a déjà parlé, mais il y a un challenge à notre niveau. Donc, si on se reconnaît dans cette population des créatifs culturels, on a quelque part un travail à faire, nous, et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. On a un message de Valérie, je vais vous le partager, qui nous dit, voilà, je viens de vous rejoindre, hello, il y a certains formatages avec de vieux schémas pour rester dans la norme. Cela me fait penser à la théorie du centième singe. On propose une nouvelle voie grâce à tous les rebelles créatifs culturels qui osent sortir du cadre et la conscience collective suivra. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que, Fabien, on a parlé un petit peu, est-ce qu'il pourrait y avoir un genre de masse critique finalement, et puis que si on arrive finalement à atteindre cette masse critique, on pourrait vivre un genre de basculement de cette civilisation humaine? Qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité? Oui, clairement. J'en touche rapidement un mot, puis je te donne la parole, Nicolas. Oui, clairement, en tout cas, c'est des phénomènes qui sont vus dans le monde animal, mais clairement, je ne vois pas pourquoi on échapperait à cette règle. Hein. Il y a, et c'est d'ailleurs, c'est bien documenté dans des écrits d'anciennes civilisations. Hein. Il y a vraiment un mécanisme de type-là. Après, alors, il y a beaucoup d'encre qui ont été écrites sur le nombre de personnes qui constitueraient la masse critique qui ferait qu'il y aurait un basculement de conscience. Mais c'est clair que plus on est, plus, parce qu'il y a ce qui se joue dans la matière, mais il se joue quelque chose au niveau de l'inconscient collectif aussi. Hein, donc, de toutes ces pensées qui commencent à changer et qui ont une influence. Hein, donc, voilà, donc ceux qui veulent savoir quel est le lien entre la pensée et la matière, je les réfère à la physique quantique et c'est richement documenté là-dessus. Donc, c'est pas l'objet du débat. Tu veux aller, Nico, ou je prends? Oui, merci. Oui. Pour très très rapidement aussi, pour parler de masse critique, en fait, on est obligé de revenir encore une fois à l'économie, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à développer de plus en plus le soutien aux produits et aux services qui sont régénérateurs pour petit à petit se détacher des produits et services qui sont destructeurs. Donc en fait, la masse critique dont on parle, ça va être ce moment de bascule où sur la planète, on aura plus de gens qui auront des activités productives, associatives, etc., qui sont régénératrices que des activités de production et de services qui sont destructrices. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir. Et en termes de volume d'échange, pour le moment, on n'y est pas, mais ça fait de nombreuses années qu'on constate une évolution à ce niveau-là. Et c'est très, 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 très important de conserver l'idée qu'on va y arriver. On est sur le chemin. Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à créer un système qui peut nous permettre de mettre le turbo, d'accélérer à fond pour pouvoir justement passer ce point de bascule le plus rapidement et tomber dans une économie sociale, solidaire, etc., mais surtout une économie de la régénération et du respect de la dignité du vivant sous toutes ses formes. Voilà. Yes, top. Maxime, cette question de masse critique, qu'est-ce que tu en penses? En fait, elle n'est pas homogène, la masse critique. C'est-à-dire qu'il y a un seuil pour chaque individu de cohérence qu'il doit réussir à passer dans ses comportements. Et en même temps, en fait, il y a beaucoup de diversité. Et du coup, c'est un challenge, en fait, de réussir à concilier le niveau d'exigence que je vais me donner, que je vais réussir à atteindre, de ne pas chercher à le plaquer sur autrui, parce que dans la notion de masse critique, c'est qu'il faudrait qu'on ait tous le même type de comportement pour que ça fasse basculer. Et pour moi, en fait, il y a la notion que Nicolas présentait, en fait, c'est important de pouvoir aller la vivre en s'immergeant dans la nature, dans des endroits où les écosystèmes sont fortement préservés. Et de se dire, si la société humaine, par exemple, à travers ces différents domaines de production, d'expérimentation au sens très large, c'était pareil que dans un écosystème naturel, et qu'on part en marche pendant plusieurs jours, on va avoir une diversité colossale. Mais en fait, chacun d'entre nous va être branché sur un grand chef d'orchestre qui va faire varier. Et en fait, ça va être important d'écouter cette orchestration d'un plan d'ensemble. Et ça, c'est dynamique, c'est évolutif. Et c'est pas forcément facile à capter avec la notion de masse critique, à faire quoi?
Parce qu'on peut avoir quelque chose de déjà attendu, en fait, que si on faisait ça, alors ça suffirait pour ta. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil encore que ton micro est fermé, Ken. Ouais, mon micro est fermé, pardon. Ouais, donc alors peut-être juste pour clarifier ça, parce que j'entends voilà cette question de masse critique et si on faisait ça, si on faisait ça. Moi, j'ai l'impression, alors je donne un avis très personnel, mais que cette masse critique, elle est plus dans l'être que dans le faire. Moi, je suis pas convaincu que cette masse critique, ce soit le nombre de personnes qui vont faire A, qui vont faire B, qui vont faire C, mais c'est plutôt cette masse de personnes qui vont avoir à l'esprit, pour en parler très simplement, qu'ils font partie d'un tout et que leurs choix, leurs décisions, leurs actions ont de l'importance et qu'ils ont une responsabilité. Et pour moi, en fait, hein, pour juste poser un petit peu ce que j'avais à l'esprit sur cette question de masse critique, pour moi, ça commence là, en fait. C'est de déjà réussir à avoir cette masse d'humains qui ont conscience qu'ils ne sont pas seuls et que leur présence, leurs actions, leurs choix sont déterminants pour eux-mêmes, pour les générations présentes, pour les générations futures. Donc pour moi, voilà, c'est juste pour reposer la chose, hein, c'est plus une prise de conscience à cet endroit-là. Il y a quelque chose que je veux bien ajouter sur la notion de matrice. C'est-à-dire que même s'il y en a une, par exemple, matrice sociétale, et il n'y en a pas qu'une, et on se dit, mince, en fait, il y a comme des conditionnements qui nous poussent à ceci ou cela. Et du coup, de se dire, en dessous de cette matrice-là, une fois que les changements auront été faits, ça va être quoi la trame dans laquelle, justement, on va sentir ce qui est harmonieux? Et à partir du moment où, dans l'être, on va réussir à capter et à laisser les processus cheminer dans nos prises de décision, de pouvoir tranquilliser le côté réactif en fait de notre mental ou de nos émotions par rapport à des façons de faire qu'on avait par le passé ou que d'autres personnes autour de nous auraient, et réussir à trouver cet ancrage et de dire oh c'est ça, je vais juste le vibrer même. Des fois je peux argumenter, des fois je ne veux pas attendre en fait l'assentiment de ceci cela, et des fois au contraire je vais retenir aussi parce que ça créerait un désordre autour, et donc ça va me demander finalement de gérer ma frustration un léger moment, mais pour pouvoir finalement le libérer d'une autre façon à un autre endroit quand ce sera le moment opportun. C'est une gymnastique vraiment nouvelle au niveau de l'être, ouais, comme tu disais. Ouais, donc ce que tu me dis, et puis j'interrogerai Fabien, Nicolas par rapport à ça, mais en tout cas, j'entends dans ce que tu dis que finalement, il y a comme un besoin d'être éduqué, ou peut-être rééduqué dans notre propre façon de fonctionner, dans notre propre rapport au vivant, dans notre propre rapport aux autres. Et j'avais envie d'évoquer avec vous cette question de l'éducation. Voilà, parce que qu'est-ce que vous en pensez? Quel pourrait être le rôle de l'éducation dans cette volonté de changer le monde? Évidemment, je pense que tous ici, on est d'accord que nos enfants ont un rôle central dans tout ça. On a souvent été éduqués déjà dès l'école à la compétition, à être meilleur de la classe, à être jugé en fonction de à quel point on était capable de restituer ce qu'on nous demandait d'apprendre, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Donc, j'avais envie de poser cette question à chacun d'entre vous de quelle pourrait être la place de l'éducation dans cette volonté de changer le monde? Est-ce que ça me paraît central, essentiel? Est-ce qu'il faut s'y intéresser et tout de suite commencer à instituer des choses? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'éducation, c'est important. Maintenant, il y a aussi un phénomène que j'ai observé, en tout cas, qui a un levier très fort au niveau du cerveau et qui fait que l'être humain passe à l'acte ou pas. C'est le mode de fonctionnement du cerveau. Quand il est en mode survie, parce que c'est ce que j'ai observé dans la plupart des pays dits pauvres ou qui sont moins riches que nous, les gens, leur quotidien, c'est bouffer. Je dis pas manger, c'est bouffer, c'est trouver à manger, quoi. Donc, jeter un bout de plastique par la fenêtre ou une canette ou vivre dans des dépotoirs, c'est pas leur priorité. Eux, ils veulent simplement pouvoir vivre et survivre. Donc, je vais pas. Bon, après, on pourrait évoquer la pyramide de Maslow. Hein, c'est que pour monter aux étages au-dessus, il faut d'abord avoir résolu les étages en dessous. Alors, il y en a qui arrivent à transcender ça, hein. Mais dans la nature humaine, c'est quand même un peu ça. Donc, moi, je peux m'occuper du monde si ma sécurité est assurée quelque part. En tout cas, elle est perçue comme ça par le cerveau. Hein. On peut se sentir en sécurité, même au milieu des bombes. Mais ça demande un entraînement quand même.
Donc, à partir du moment où on a, comment dire, on sait qu'on peut manger tranquillement, on a assuré nos besoins de base, et ben oui, on peut commencer, le cerveau peut donc allouer de l'énergie à cette autre dimension. Ça, c'est un grand questionnement aussi. Ok. Oui, pour abonder dans le sens de Fabien, je suis tout à fait d'accord. Déjà, Kant en parlait, je sais plus, au 17e, 18e, il parlait de la priori transcendantale, c'est-à-dire il était tout à fait conscient que pour pouvoir s'occuper de philosophie, il faut déjà pas être en train de mourir de faim. Donc c'est évident. Donc on en revient toujours au problème de l'organisation économique, c'est-à-dire que à partir du moment où on va réussir à proposer une alternative systémique qui va pouvoir permettre aux gens d'être en sécurité, que ce soit alimentaire, avoir la sécurité matérielle, etc. À ce moment-là, on peut effectivement, espérer et même avoir confiance que l'éducation puisse avoir un meilleur impact. Et après, évidemment, en termes d'éducation, il faut parler des différents types d'éducation, que ce soit d'éducation scientifique, mais aussi émotionnelle, parce que ça doit faire 2-3 ans que l'empathie et l'éducation émotionnelle est au programme en fait des écoles au Danemark. Il y a eu beaucoup de débats là-bas pendant une quinzaine d'années. Ils sont enfin mis d'accord, donc ils ont commencé à faire des études et dans les études d'impact que j'ai pu voir, ils considèrent que ça va terminer en fait, ça va terminer tous les éventuels problèmes de criminalité et les conflits. C'est comment dire, c'est vraiment par rapport à un potentiel impact financier en termes de sécurité sociale, de police, etc., que les humanistes ont réussi à convaincre les conservateurs en leur disant ça va nous faire gagner de l'argent de mettre ce type de cours, ça va nous épargner des dépenses publiques de mettre en place ce type de cours pour les enfants qui sauront gérer leurs émotions et gérer comment dire les relations humaines, non pas par le conflit, mais par l'écoute, par le dialogue et par le partage. Et ça, c'est un aspect absolument fondamental pour que l'éducation ait un impact maximum, ce qui va pouvoir nous permettre de développer les capacités de l'humanité à aboutir à un développement en faveur du bien commun et collectif, bien sûr. Ok, top. Maxime, je vais te laisser aussi intervenir. En tout cas, Fabien, j'entends cette question de la survie, effectivement. Il y a donc comme un prérequis, c'est-à-dire que si on veut aller vers une humanité plus harmonieuse, évidemment, entre, je vais plus prendre des extrêmes, mais entre des pays d'Afrique ou d'Asie extrêmement pauvres et puis les États-Unis ou autres qui consomment et qui sont dans l'abondance à tous les niveaux, il y a de grands déséquilibres, de grandes disparités entre la répartition des richesses déjà sur la planète. Alors, ça va être une des dernières questions parce qu'on a dépassé un petit peu l'heure d'échange. On va prendre encore juste 10 minutes pour finir. Mais il y a de grandes disparités. Donc, ça pourrait être un prérequis déjà avant d'aller vers une humanité, on va dire, qui avance ensemble. C'est déjà peut-être que chacun ait le minimum vital déjà. Ça pourrait être déjà un bon premier pas. Maxime, sur cette question de l'éducation, de la place de l'éducation aujourd'hui, quand je parle d'éducation, c'est pas seulement l'éducation des enfants. Je pense que nous aussi, en tant qu'adultes, tu en as parlé un petit peu, on a parfois à être éduqués, voire à être déséduqués, déjà dans un premier temps, et rééduqués. Pour toi, l'importance de l'éducation Pour moi, ça serait d'être branché en fait aux motivations qui nous font avoir des comportements de manière générale. Et par exemple, sur ce que vous avez amené là, qui est très concret en fait, sur des disparités, ne serait-ce que d'avoir conscience justement que répondre à un besoin, par exemple, de survie, et le faire de façon qualitative, pris dans une approche systémique, c'est beaucoup plus pertinent que d'y répondre, mais d'une façon pas qualitative, qui va engendrer des désagréments. Parce que, par exemple, de la distribution caritative de nourriture qui va créer des problèmes physiologiques et affectifs, parce que c'est expliqué, en fait, au niveau biologique, qu'il y a des aliments qui sont absolument pas sains et qui vont engendrer à nouveau des dérèglements et des dérèglements et des dérèglements. C'est peut-être une réponse à court terme, mais moi, je considère même pas ça comme une réponse. Donc ça, c'est comme une sorte de radicalité systémique, mais parce qu'une fois qu'on a compris ça, on se dit, ok, certes, à la fois, il s'agit de pouvoir prioriser, mais est-ce qu'on priorise une réponse segmentée, fragmentée, ou est-ce qu'on priorise la cohérence? Parce que tout est tellement lié que si on y répond à la va-vite avec des processus de prise de décision qui n'ont pas pris en compte un optimum de paramètres, en fait, on va être dans des cercles vicieux quand même.
Donc pour moi, il y a un enjeu énorme à l'éducation holistique, carrément. Et de se dire, waouh, si je viens grignoter sur ce comportement-là que j'aurais fait de cette façon-là, mais je vais le transformer et je vais plutôt l'orienter vers ça, waouh, je vais laisser m'imprégner, on va dire, me laisser m'imprégner de toutes les répercussions que ça va avoir. Waouh, waouh. Et je me mets à calculer, en fait, autrement les conséquences de mes actes. Et du coup, je vais trouver des partenaires avec qui en parler, de dire, hey, ça me fait ça, de pouvoir partager nos intériorités et de laisser des résonances se faire entre nous, de trouver des liens créatifs et de nous demander de nous entraider dans nos quêtes respectives, d'être avec un principe de mentorat. Et là, ça sera magnifique parce que entre adultes, on va le faire, entre adultes et enfants, les enfants vont observer les adultes le faire, entre cultures différentes, et waouh, ça reconnecte sur quelque chose de magnifique en fait. Et on va vraiment s'apprendre à s'ajuster les uns aux autres. Ok, top. En tout cas, alors on a en même temps. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je regarde le timing. Alors, c'est pas évident parce on est à 1h10 et j'ai deux questions très importantes à vous poser. On a avec nous des personnes, en tout cas, qui nous suivent en ce moment en live et puis qui vont regarder en replay, qui se posent cette question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux à leur échelle. Donc, j'aimerais revenir à cette question centrale d'aujourd'hui, puisque le but de cette petite table ronde, c'est de se redonner aussi peut-être de l'espoir parfois. Moi, chez les éco-acteurs, en tout cas, nous, on a à peu près, voilà, il y a une centaine de professionnels et puis on a un peu plus de 1200, 1300 personnes, en tout cas, particuliers et autres qui sont dans la mouvance, on va dire, qui sont dans le mouvement, qui nous suivent, etc. Mais beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Parfois, certains ont essayé des choses, ont laissé tomber parce que parfois on est vu un peu comme un extraterrestre. On a envie de changer le monde, on a envie de changer notre façon de manger, de nous déplacer. On a envie de révolutionner notre quotidien. Et puis on se sent parfois jugé, on se sent parfois enfermé, bloqué. Qu'est-ce que vous aimeriez dire vous à ces personnes qui vont regarder cette table ronde, à ces personnes qui sont là derrière avec ce truc, cette envie en se levant demain matin d'être acteur de ce changement du monde? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire comme conseil? Qu'est-ce que vous aimeriez leur insuffler comme énergie? Est-ce que ça... Il y a quelque chose qui me vient. Hein. Ouais. C'est une phrase qui vient d'une méditation qui est proposée par Stéphane Drouet et qui dit à un moment donné, quand on est bien rentré en scan corporel, en scan émotionnel, accepter ou pas sa situation n'appartient à personne. C'est libre d'être. Et du coup, c'est une sorte de mantra qui permet de waouh, ok, relativiser et revenir dans une sorte de mouvement régénérateur. Qu'est-ce qui a envie de se faire à travers moi? Ce que les taoïstes, ils appellent le Wei Wu Wei. Et du coup, c'est une façon de connecter et l'instinctif et l'intuitif. Et à partir de là, bon, il y a une réponse qui arrive. Et du coup, on sent l'élan au niveau du cœur. Bon, ah, c'est ça qui pulse. Ben voilà, le mettre en place dans son quotidien. Et en général, c'est jouissif pour soi et ça va être jouissif pour les personnes qui vont rentrer en résonance avec autour. C'est un très très bon signal, quoi. Ok, donc toi, en tout cas, ce que tu dis là, en tout cas, ce qui t'est venu là, c'est l'importance de relier. Hein, tu parles de l'instinctif et de l'intuitif, et puis quelque part de se relier à ce qui peut être source ce qui peut vibrer au fond de nous, quoi. Vraiment se reconnecter à ça. Et pour toi, ça, ce serait quelque chose de central déjà, d'essentiel. Ouais. Ok, top. De se rendre compte de ce qui bloque. S'il y a quelque chose qui bloque, de se rendre compte, ah, là, il y a moyen de libérer quelque chose. Ok, ça marche. Voilà. Nicolas, Fabien, de votre côté, donc si vous avez quelque chose, un conseil à partager à ceux qui ont envie d'être acteurs de changement, à ceux qui sentent cet appel là de colibri ou de pélican. Moi, j'aime les colibris, goutte par goutte, il ne va pas éteindre vite le feu. Donc, vu qu'on est dans les citations et dans la philosophie, hein, je citerai Gandhi, hein, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Voilà, donc ça passe par déjà des actes quotidiens, des sourire aux gens, leur dire bonjour. Enfin, c'est tout des micro choses qui, in fine, font des petits torrents, font des grandes rivières et qui viennent alimenter l'océan. Donc,
c'est déjà c'est passage à l'action. Hein, c'est comme dans le business, c'est pareil. Alors c'est bien quelque part il y a deux phases. Il y a la phase où on imagine, on réfléchit, puis après la phase où on fait quelque chose. Mais voilà, le problème c'est que le cerveau bloque quand on envisage pas le sommet de la montagne, mais il suffit de prendre son sac à dos et de faire le premier pas. Voilà. Ouais, si je vais commencer à trier mes déchets un peu plus rigoureusement, ou alors je vais peut-être encore mieux, même pas consommer d'emballage, voilà, ou d'en consommer moins, parce que voilà, on n'est pas obligé d'être radical tout de suite. Il y en a qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas. Mais c'est toutes ces petites actions, petit à petit. Chez chacun fait une petite action, ben, quand on est des millions à le faire, ça a un gros impact. Voilà, donc moi je dirais commencer par ça. Après, c'est peut-être s'intéresser aussi, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé, au fonctionnement, enfin d'avoir un peu les bases de la psychologie, voir qu'est-ce qui nous pilote, d'être un peu curieux. Hein, aujourd'hui, j'ai tendance à dire, je récite un neuroscientifique que j'apprécie beaucoup, Joe Dispenza, et qui dit à juste titre, l'ignorance c'est un choix. Donc voilà, c'est d'avoir cette curiosité de dire, bah, tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi, et de voir comment on fonctionne, qui nous sommes vraiment. Tous ces petits détails font que voilà, il y aura des micro-changements de comportement. Et puis à une grande échelle, ça commence à avoir des impacts. Ok, donc en tout cas, tu rejoins un petit peu Maxime sur le fait que voilà, il y a quelque chose à faire à l'intérieur, être curieux, en tout cas, et ouais, faire évoluer, évoluer soi. C'est la citation de Gandhi, être le changement qu'on veut voir dans le monde. En tout cas, c'est très vrai. Nicolas, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais partager, conseiller à ces créatifs culturels en sommeil qui sont là, qui ressentent l'envie, l'intention, mais qui n'osent pas faire ce premier pas dont Fabien parle? Déjà, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Fabien et par Maxime. Je dirais que pour moi, il est très très important de cultiver la bienveillance et l'empathie, mais aussi beaucoup l'auto-empathie. C'est très important. Ensuite, je dirais le deuxième point, ça serait la recherche et le partage d'informations positives, que ce soit des techniques, des techniques pour avoir un développement personnel qui puisse être durable et plus respectueux du vivant, et éventuellement aussi comment dire, essayer de penser en termes de système et de comprendre en fait que rien n'est isolé, tout est uni et qu'il y a déjà en fait des mouvements qui sont en action un peu partout sur la planète et qu'il est possible de s'agréger. Donc, je conseillerais à ces personnes d'essayer de rejoindre des mouvements qui sont proches sur le terrain, des associations, etc., pour commencer à retisser le lien social. Ça me paraît extrêmement important, que ce soit sur des questions sociales ou des questions écologiques, ça me paraît fondamental. Et puis après, effectivement aussi, pour la troisième étape, c'est si jamais on s'en sent l'énergie et la volonté, je conseillerais de joindre des organisations comme la Citizen Conference of Parties, par exemple, qui essaye d'apporter des approches, des alternatives mondiales au système actuel. Ce qui me paraît aussi important, de façon à ce que petit à petit, par échelon et par contagion positive, on puisse en fait retisser un tissu social planétaire qui nous permettra de éventuellement réussir à réinsérer l'homme dans la nature parce qu'il est déconnecté depuis plus de 300 ans. Voilà. Yes. Ok, ben ça marche. En tout cas, on se reverra le mois prochain pour cette thématique de comment faire changer le monde. Enfin, en tout cas, le mois prochain sera sur comment faire changer le monde. Là, on était sur peut-on vraiment changer le monde? A priori, nous sommes unanimes. Oui, nous pouvons changer. Oui. Vraiment changer le monde, mais ça demande un travail sur soi, ça demande, en tout cas dans ce que vous avez dit, ça demande de faire preuve de bon sens, de renouer avec la fraternité, avec le faire ensemble, avec le partage, ça demande des choix politiques, ça demande que nos instances politiques fassent d'autres choix, s'ouvrent à d'autres possibles, mais ça demande peut-être aussi de les éduquer, de leur proposer des stratégies, des plans d'action, et c'est ce que la COP, c'est ce que vous faites du côté de la COP. Donc il y a des leviers qui sont là aujourd'hui et il y a de plus en plus de créatifs culturels. Hein. Là, on dit pas loin de 30%. Donc même si on parle que de la France, ça fait du coup plus de 20 millions de personnes qui potentiellement sont des acteurs de transformation, de transition en France. Donc c'est juste énorme.
Donc voilà. Donc, ben, en tout cas, pour les uns et les autres, vous aurez un petit mot de la fin chacun. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération des éco-acteurs, ben nous existons justement pour fédérer les créatifs culturels et pour leur permettre de s'accomplir et d'accomplir de belles choses. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe, à interroger les membres. Aujourd'hui, on est une centaine de professionnels dans 7 pays. Demain, j'espère que nous serons des millions, pour pas dire des milliards, dans cette voie de la transition et de la transformation. Et puis, il y a des belles structures, des belles œuvres comme celle de la COP. Donc, on est en train, avec Maxime, Nicolas, Charles et d'autres de la COP, d'échanger pour voir comment nous allons pouvoir mutualiser nos énergies. Parce que c'est ça aussi, je crois, changer le monde, c'est aussi comment on peut s'éloigner de la compétition pour développer notre capacité à coopérer, notre capacité à mutualiser nos énergies, mutualiser nos compétences, nos forces, pour aller dans une vision commune. Je vous dis en tout cas un très très grand merci. Je vous laisse peut-être tous les trois dire un petit mot de la fin, un petit dernier quelque chose de 10-15 secondes chacun, et puis on se souhaitera une bonne soirée. Avec plaisir. Je commencerai très rapidement. Pour toutes les personnes qui écoutent, il faut bien savoir qu'on est à un point de bascule de l'histoire de l'humanité. On est vraiment à un moment où il y a de plus en plus de possibilités qui sont en train de s'ouvrir. C'est fondamental de le comprendre. On a l'impression souvent d'être écrasé par un système parfaitement huilé. Il n'est pas huilé du tout. Il est en train de s'écrouler. Nous, on est capable ensemble de pouvoir créer quelque chose de beau, de sain, de gentil et de durable. Donc moi, je voudrais surtout, mon message, ça serait surtout de dire à tout le monde, il faut pas perdre espoir parce que tout est possible et tout est en train déjà d'arriver. Il y a de plus en plus de belles choses qui se passent et il faut les soutenir, il faut les développer et il faut les organiser, les harmoniser. Voilà, merci. Super, merci. Merci à toi, Nicolas. Qui a envie de nous dire Maxime, Fabien? Ouais, je vois bien. Allez. Pour moi, en fait, je reprendrai un peu la question, c'est le monde est en train de changer en permanence. Et du coup, il s'agit de comprendre quelles sont les tendances qui sont en train de le faire changer. Et s'il y a des façons dont le monde change qui ne conviennent pas, quand ça passe par soi ou les collectifs dans lesquels on est impliqué, il s'agit de pouvoir intervenir dans les processus avec la maturité de savoir justement les conséquences que ça aurait de laisser faire comme la boîte noire programmée va les conduire, ou alors de dire non, on est capable de piloter autrement. Et du coup, d'apprendre là. Là, la période est très, très favorable en fait pour apprendre à piloter malgré les tentations, malgré le chaos et de dire non, en fait, on est en train de gagner en précision, on est en train de gagner en puissance. On continue, on apprend et on devient bon, quoi. Et là, du coup, on va carrément avoir les bénéfices de devenir bon dans ce pilotage à un niveau supérieur qu'on n'avait pas encore vécu. Donc, pour moi, il y a un côté jubilatoire, même si des fois c'est difficile, même si des fois ça fait aller contacter l'épuisement, la frustration, ainsi de suite. Ok, alors, resituer dans quelque chose de plus vaste, c'est bon, ça fait partie de l'apprentissage. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Maxime. Fabien, est-ce que tu as envie de nous dire, prendre 15-20 secondes pour nous dire un mot de la fin? Ouais, moi je dirais mettre le focus sur ce qui a du sens, ce qui est du bon sens. Voilà, on peut voir le monde à travers des lunettes noires, on peut voir le monde à travers des lunettes roses. Il est ni noir ni rose, c'est juste notre perception. Donc, pour moi, l'idée, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne aujourd'hui, c'est je décide de voir tout ce qui est beau, tout ce qui progresse et tout ce qui conforme, enfin, je veux dire, tout ce qui pour moi donne sens et aligné avec mes valeurs. Et donc, je pose cette intention de voir naître ce monde-là. Et à partir du moment où je pose cette intention, je vois de plus en plus de choses qui vont dans ce sens-là. Parce que le monde, je vais boucler ce que j'ai dit en introduction, le monde, il n'est pas forcément ce qu'on veut nous faire croire qu'il est. Il n'est pas dans l'état de forcément qu'on voudrait croire qu'il est, ni celui de l'humanité. D'ailleurs, c'est très difficile de le savoir. Par contre, moi, à un niveau individuel, oui, je peux dire, voilà, ok, je peux mettre mon focus sur ce qui va bien, sur ce qui peut progresser, et puis d'agir en ce sens. Yes.
Ok, en tout cas, merci beaucoup à tous. Moi, de mon côté, en tout cas, je crois que le monde est une belle opportunité, est rempli d'opportunités et nous pouvons en faire quelque chose de magnifique. Hein. J'ai presque l'impression que nous pourrions recréer le paradis sur Terre si vraiment on en était suffisamment conscient. Donc voilà, en tout cas, un très très grand merci à chacun d'entre vous pour ce temps de partage qui redonne de l'énergie, qui redonne l'envie d'avancer, de bouger, qui va réénergiser certains. Voilà, on est de plus en plus à être des méga colibris ou des quelque chose comme ça, à vouloir faire notre part de plein de façons aux quatre coins du monde. Moi, je suis très content qu'avec la Fédération des éco-acteurs, on prenne aussi un nouvel élan, un nouvel envol avec des membres maintenant sur le continent africain depuis peu de temps, au Canada. Enfin voilà, ça s'ouvre un petit peu partout. Donc voilà, relions-nous et avançons ensemble pour créer le monde auquel on aspire. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Voilà, avancez dans tout ce qui compte pour vous. Et on se retrouve lundi prochain pour une autre table ronde autour de l'équilibre masculin-féminin. On parlera de belles choses. On parlera peut-être de patriarcat. On parlera peut-être de... On ne sait pas encore, mais on parlera de sujets dans l'air du temps. Merci beaucoup à chacun de vous trois. Merci. Merci beaucoup, Ken. Merci, Fabien. Merci, Maxime. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.